Et sans doute l'instruction de me faire mourir à petit feu. Ce n'est pas nous qui vous tuons, mais vous-même, en refusant de recevoir un médecin. Vous êtes lieutenant général. Vous remplissez votre devoir comme une sentinelle. Votre dernière évasion a fait 60 000 morts à Waterloo. Vous comprendrez que je prenne mes précautions. Vous les prenez fort mal. J'exécute fidèlement mes instructions. Oh, vos instructions! Vous ne parlez que de vos instructions! Le bourreau aussi a des instructions. Alors faites comme lui. Exécutez, qu'on en finisse. Tout cela, heureusement, glisse sur moi. Vous m'envoyez très heureux, on dit que cela porte bonheur. Monsieur, je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Eh ben, fallait pas venir. Quelques années, vous serez enseveli dans la poussière de l'oubli. Vous finirez seul, avec vos remords. Alors ça, c'était la dernière rencontre entre Hudson Law et Napoléon. Alors là, celle-là était sacrément houleuse. C'est vrai que Napoléon reprochait à Hudson Law de ne pas s'occuper de lui. Il avait écrit à un moment donné, « Il y a du courage à faire tuer un homme, mais c'est une lâcheté de le faire languir et de l'empoisonner dans une île si affreuse et dans un climat si détestable. » Le climat était détestable entre les deux hommes. Mais en fin de compte, si vous voulez, il y avait d'un côté des exigences de Napoléon qui étaient impossibles pour Hudson Law de respecter. Mais je pense que pendant tout le séjour de Napoléon, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de l'argent, il y a eu suffisamment pour vivre à Sainte-Hélène. Mais quand même, il y a un chapitre assez curieux dans votre livre, Jean-Pierre Fournier-Latouraille, vous parlez du persécuteur persécuté. C'est-à-dire que vous dites que Napoléon a au moins autant persécuté son geôlier que Hudson Law avait persécuté Napoléon. Ah oui, j'en suis Et pour quelle raison ? J'en suis convaincu parce que ça a été des tracasseries perpétuelles. Napoléon devait se faire voir, je prends un exemple, devait se faire voir 2 fois par jour, obligatoirement. Il se cachait. Se montrer aux Anglais. Se montrer aux Anglais, c'était là, obligatoire, c'est obligatoire. Ouais. Bon. Et l'officier d'ordonnance se plaignait régulièrement parce qu'il ne pouvait pas voir. Alors du temps où d'Oméra, ça allait tout seul, parce qu'Oméra allait rapporter qu'il avait vu Napoléon dans la journée. Mais en 1819, jusqu'à ce qu'arrive le docteur Antomarchi, il ne s'est rien passé. Napoléon ne sortait pas et il a fallu même, il y a eu un scandale une fois, un moment, parce qu'il ne voulait plus se faire voir et on a menacé de rentrer de force. Là, Napoléon s'est laissé voir. Mais c'était perpétuelle tracasserie, toujours le rôle de bourreau donné à Hudson Law. Hudson Law avait, dites-vous, la hantise, la peur, panique d'une évasion. C'est après tout pour ça, pour éviter qu'il se passe à Sainte-Hélène ce qui s'était passé à l'île d'Elbe en 1814. Vraiment, on avait tout fait. On lui a fait du bourrage de crâne. On lui a fait du bourrage de crâne en Angleterre. Je veux dire, pendant 5 mois, Lord Bassroun lui a mis dans la tête le fait qu'il fallait absolument pas qu'on recommence une affaire comme l'île d'Elbe. Mais est-ce qu'il y avait des risques d'évasion quand on voit l'éloignement de Sainte-Hélène ? Est-ce qu'il y a eu des tentatives ? tentatives ? Non, il y avait très peu de... Il y a eu des tentatives, mais des tentatives montées, mais jamais, qui n'ont jamais abouti, jamais été jusqu'au bout. Mais l'île de Sainte-Hélène, c'est impossible. Enfin, c'était impossible. Il y avait, vous l'avez dit vous-même, il y avait 2500 militaires, un bateau, 2 frégates qui, dans le vent, l'autre contre le vent. C'était impossible. Il était très surveillé, c'était impossible, en fait. Alors, tous les reproches, parce que, en plus, Napoléon a traité son geôlier d'incompétence, ne sont pas fondés, dites-vous. Par exemple, Hudson Law a été un bon gouverneur, indépendamment de son travail de surveillance de Napoléon. Il était chargé d'administrer l'île, ce qu'il a très bien fait, dites-vous, Jean-Pierre Il avait 2 Fournier-Latouraille. rôles. D'une part, gouverneur de Sainte-Hélène pour garder Napoléon, et d'autre part, il administrait l'île où il y avait quand même 3000 habitants, et il a, pendant cette période de 5 ans, il a, par exemple, libéré l'esclavage. On peut lui donner ça à son erreur. Il a reconstruit des routes, parce qu'il faut dire que avant Napoléon, il y avait peu de personnes, et d'un seul coup, on a triplé, voire quadruplé le nombre de personnes. Il a fallu refaire des routes, des adductions d'eau ont été faites, tout ça grâce à l'eau, qui a gouverné parfaitement Sainte-Hélène. Est-ce que, justement, il n'est pas responsable de la dégradation de l'état de santé de Napoléon ? On a même parlé, même bien après la mort de Napoléon, d'un empoisonnement dont l'eau serait, dit-on, un des responsables. Non, tout simplement parce que après le départ d'Oméhara, Hudson Law a proposé plusieurs médecins anglais. Napoléon a toujours refusé les médecins anglais. Pendant 1 an, il n'y a pas eu de médecin. De temps en temps, quelqu'un venait, un des médecins, mais il n'y a pas eu de médecin. Mais Napoléon n'était pas là encore très malade. Et sa grande maladie, en fin de compte, son ulcère à l'estomac qui est devenu un cancer, ça s'est vraiment accéléré à partir du moment où Antomarchi est arrivé, c'est-à-dire en septembre 1819.
Parce qu'on dit qu'on a trouvé beaucoup d'arsenic dans le corps de Napoléon. Il y avait de l'arsenic partout. À l'époque, il y en avait dans la baignoire, il y en avait dans le papier, etc. Et Napoléon n'avait pas plus d'arsenic qu'il en avait en 1802. En tout cas, c'est pas de cela donc qu'il est mort, si je vous entends bien, Jean-Pierre Fournier-Latoural, le 5 mai 1821, après avoir rédigé son testament. Ceci est mon testament. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Mon fils ne doit pas songer à venger ma mort, il doit en profiter. Tous ses efforts doivent tendre à régner par la paix. J'ai été obligé de dompter l'Europe par les armes. Aujourd'hui, il faut la convaincre. Mon fils doit être l'homme des idées nouvelles et de la cause que j'ai fait triompher partout. Réunir l'Europe dans des liens fédératifs indissolubles. Vous avez partagé mon exil. Vous serez fidèle à ma mémoire. Vous ne ferez rien qui puisse la blesser. Et c'était l'extrait d'un vieux film de 1929, Napoléon à Sainte-Hélène, avec au début le testament tel qu'il a été rédigé. C'était un extrait du testament où Napoléon parle d'Europe fédérative, mais alors surtout souhaite, c'est sa dernière volonté, être enterré sur les bords de la Seine. Or, cette volonté ne sera jamais respectée, puisqu'il va rester, enfin si, elle le sera un jour, mais pendant 19 ans, il va rester à Sainte-Hélène, Jean-Pierre Fournier-Latoural. Oui, il va rester à Sainte-Hélène, il a été enterré comme un simple général, sans rien sur sa tombe. C'est pour ça d'ailleurs que Lamartine a fait une phrase très belle, c'est « Sigy, point de nom, demandez à la terre ». Il y a eu une confrontation entre le grand maréchal Bertrand et Hudson-Lowe, parce que l'un voulait mettre l'empereur, Napoléon, et l'autre ne voulait mettre que général Bonaparte. Et pendant 19 ans, effectivement, après la mort de Napoléon, Hudson-Lowe a subi les conséquences, en fin de compte, du martyre de Napoléon, puisque dans l'Europe entière, on critiquait ce qu'avait fait Hudson-Lowe, et le gouvernement anglais a bien vu, puisque l'Angleterre était divisée en deux entre les conservateurs et les libéraux, a bien vu que c'était un gouvernement bien sûr conservateur, a bien vu qu'en fin de compte, il fallait une victime et il fallait éloigner le plus possible Lowe. On lui a fait des promesses, il n'a jamais rien eu, et il a fini comme commandant des troupes de Ceylan. Oui, en 1844, c'est-à-dire plus de 20 ans après. Oui, longtemps. Mais je crois dans la misère, c'est quand même très extraordinaire. Pourquoi les Anglais, par exemple, Wellington détestait Hudson-Lowe. Il disait de lui, Wellington, le vainqueur de Napoléon, quand même à Waterloo, disait c'est un imbécile. Non, je dirais non. Oui, il le disait en parole, et lorsqu'il est paru à l'Assemblée, il a fait un discours très très favorable à Hudson-Lowe. Mais c'est vrai qu'entre amis, dans des rendez-vous d'amis, il disait qu'Hudson-Lowe, parce que c'est un officier qui sortait du rang. C'était, je veux dire, il y avait un problème entre les officiers, c'était quand même important à l'époque. Et pourtant, il a bien rempli sa mission. Il fallait empêcher, du point de vue des Anglais, l'évasion. Il a rempli sa mission. Les gros problèmes d'Hudson-Lowe, ça a été après le livre d'O'Meara, qui est sorti en 1822. Donc le médecin qui est rentré en Angleterre qui a écrit un livre qui a été quelque chose de terrible contre Hudson-Lowe. Et Hudson-Lowe a voulu se défendre. Le gouvernement lui a dit oui, défendez-vous, mais très mollement. On lui a choisi des avocats. Et en fin de compte, lorsque le procès est arrivé, on lui a dit c'est trop tard. Au fond, c'est une belle revanche, si je puis dire, de Napoléon, qui lui va revenir triomphalement 4 ans avant la mort d'Hudson-Lowe, dont le corps est ramené en France en 1840 sous Louis-Philippe, accueilli triomphalement, alors que finalement l'Angleterre a été plus ingrate avec celui qui gardait Napoléon qu'avec son ennemi. Tout à fait, mais quelle tristesse pour Lowe d'avoir vécu le retour des cendres. Alors qu'il avait 72 ans, et se remémorer, c'est l'enterrement, les obsèques de Napoléon à Sainte-Hélène. Mais quelle joie pour Lowe de voir qu'après avoir été longuement critiqué, y compris dans son propre pays, c'est un Français comme vous qui le réhabilitez en quelque sorte, Jean-Pierre Fournier-Latoural. Oui, je réhabilite, je pense qu'il faut... J'essaie d'être neutre, et de remettre les choses telles qu'elles sont passées. Je pense qu'on a voulu écraser un petit peu Hudson-Lowe, parce que d'une part, il y avait les Anglais qui voulaient l'écraser, et d'autre part, il y avait Napoléon qui voulait toujours jouer son martyr et la gloire. Et pour tous les gens qui écrivent sur Napoléon, c'est d'abord un grand homme. Hudson-Lowe, le geôlier de Napoléon, donc c'est le titre de votre livre, Jean-Pierre Fournier-Latoural, qui est passionnant, parce que c'est une autre façon de voir ce qui s'est passé à Sainte-Hélène, et qui a été publié donc chez Perrin. À lire également sous la direction de Bernard Chevalier, Thierry Lenz et Michel Martineau, Sainte-Hélène, île de mémoire, un magnifique livre avec de très très belles illustrations, récemment publié chez Fayard.
Vous avez pu entendre des extraits de Monsieur N d'Antoine Decaune avec Philippe Torreton dans le rôle de Napoléon, un film disponible en DVD chez Fox Pathé Europa, et Napoléon à Sainte-Hélène, un vieux film de 1929 réalisé par Lou Poupic et distribué en cassette chez AR Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari, Clotilde Thomas, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.